Bonjour à tous. Bonjour Jules, bonjour Paul. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Bonjour Zara, le plaisir est partagé. Alors, je suis Paul Bauchet, leader du domaine IA générative chez Eulydia. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je suis Jules Bertin, consultant spécialisé en IA générative chez Eulydia et j'ai un attrait particulier pour les sujets RAG et TextSQL. Eulydia, très rapidement, c'est 17 ans en gros d'existence avec 200 experts et expertes en France. On a misé très tôt sur Snowflake, en fait depuis 2015. On était alors les premiers intégrateurs en France. Et on a très vite embrayé sur l'IA générative il y a à peu près 2 ans maintenant. Et on a tout de suite utilisé en fait, les briques qui ont été proposées par Snowflake dans ce cadre-là. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter comment nous tirons parti des spécificités de Snowflake sur des sujets d'orchestration de LLM et de monitoring de leur performance. Moi, j'ai hâte de voir ça, surtout que l'IA générative, c'est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Concrètement, on va prendre un cas un peu extrême d'une entreprise qui utiliserait un LLM donc généraliste, qui a été entraîné sur un set de données qui est général, qui s'en sert pour son service client. Très rapidement, cette entreprise, elle se rend compte que les réponses manquent de pertinence, qu'elles ne sont pas adaptées à l'entreprise, ni même à la politique de l'entreprise, et qu'elles viennent parfois même contrecarrer ce que disent les documents internes à celle-ci. C'est un scénario très courant qu'on rencontre aujourd'hui et les LLM ils sont assez puissants, mais on sait que leur adaptation au contexte métier c'est souvent un défi majeur. Comment vous avez pu faire face à ce défi? Alors, ce qu'on utilise beaucoup maintenant depuis 2 ans, c'est ce qu'on appelle les architectures RAG ou Retrieval Augmented Generation. Donc l'idée, ça va être de connecter le LLM à une base de connaissances. On va utiliser du coup ces documents pour les découper, les vectoriser et les stocker directement dans Snowflake. Et comme l'a dit Paul, on va utiliser des services de Snowflake, notamment Cortex Search. Et cette étape, on va l'appeler la création du vector store. Lorsque l'utilisateur pose une question, l'outil RAG va y répondre en plusieurs étapes. Et la principale, ça va être celle qui consiste à rechercher les informations les plus pertinentes. Pour ce faire, le service Cortex Search va nous permettre de récupérer les paragraphes les plus importants afin de répondre à la question en citant les sources. C'est très intéressant. Donc en fait, Snowflake agit comme un référentiel central pour la connaissance d'entreprise. Et quelles sont les briques exactement que vous avez utilisées? On utilise plusieurs composants de Snowflake, donc 4 principalement. Le premier, c'est Parse Document, qui a pour but d'extraire les informations des documents. Dans un second temps, on utilise Split Text Recursive Character, qui est une fonction qui nous permet d'effectuer le chunking, à savoir découper l'information en paragraphes pertinents. Ensuite, on utilise Cortex Search, dont on a déjà parlé, pour créer le vector store et ensuite aller rechercher les paragraphes les plus pertinents. Et pour finir, on va utiliser la brique Cortex Complete, qui est la brique d'appel LLM de Snowflake, donc pour générer la réponse à la question. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans le cas du Retrieval Augmented Generation, on a cette étape asynchrone qui se fait à l'ingestion des documents. On crée ce service qui est donc ensuite disponible pour des appels spot, donc par des requêtes utilisateurs. Et dans tout ça, le monitoring de la performance, il se situe où? On s'en rend compte maintenant, puisqu'on a un petit peu d'expérience, qu'on met très très vite finalement des outils, des produits même d'IA, dans la main d'utilisateurs finaux. Et on le met parfois même dès les étapes de développement, ce qui fait qu'on peut très vite arriver à une situation un peu déceptive où on met un outil qui n'a pas les performances requises, qui va faire perdre la confiance à l'utilisateur sur les technologies qu'on lui propose. Et donc le monitoring peut permettre à la fois de développer dans le bon sens, d'être en capacité de vérifier qu'on développe effectivement et qu'on a des gains de performance, mais aussi de se dire, OK, à partir de maintenant, on peut mettre l'outil dans la main de l'utilisateur. Quelles métriques vous utilisez pour monitorer la performance d'un outil RAG? Pour évaluer un outil RAG, on dispose en fait de 2 catégories de métriques qui sont complémentaires. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le monitoring en temps réel.
c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intrants de la part d'utilisateurs, si ce n'est leur exécution normale des fonctionnalités, en l'occurrence de Snowflake, mais ça pourrait être n'importe quel système. Et on a un second type de monitoring qui est celui de la référence, où là justement on a besoin de données labellisées pour se baser sur une vérité terrain qui serait donnée par les utilisateurs finaux. Pour le monitoring en temps réel, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter dans Snowflake les différents résultats des opérations des utilisateurs, et donc ça concerne les extraits qui ont été envoyés au LLM, donc qui ont été retrievés par Cortex Search en l'occurrence, la génération qui aura été faite par le LLM, et enfin la question de l'utilisateur. Et avec tout ça, on va pouvoir calculer par exemple la groundness, qui est une métrique qui permet notamment de savoir si ce qui a été généré par le LLM se base effectivement sur l'effet du contexte qui a été remonté. C'est idéal si on veut évaluer le LLM sur sa non-tendance à halluciner des faits. Ces métriques sont très utiles, cependant elles ont une limite, c'est qu'elles jugent la qualité de synthèse du LLM et sa compréhension du contexte, mais elles ne tiennent pas compte de la vérité terrain. Donc pour faire une illustration, si pour répondre à une question utilisateur, l'outil RAG relève un contexte avec des informations qui sont fausses, le LLM ne va pas savoir faire la différence entre les informations réelles et celles qui sont erronées. Ces métriques ne nous permettront pas de juger si c'est cohérent ou non, parce qu'elles n'ont pas de lien avec la vérité terrain. C'est précisément là qu'intervient notre deuxième approche, à savoir le monitoring basé sur la référence. Celui-ci va s'appuyer sur un set de questions-réponses qui ont été annotées par les équipes métiers, avec notamment la grande trouve, qui va nous permettre de juger la véracité des propos et donc de la réponse. D'accord, donc on comprend bien l'intérêt en fait de ces deux approches et surtout leur complémentarité. Mais quelle métrique utilisez-vous pour ce monitoring qui est basé sur la référence? Pour ce monitoring, avec TrueLens, on utilise la correctness, qui est donc cette métrique clé pour évaluer si la réponse du LLM correspond à la vérité terrain. Et cette métrique va nous assurer une boucle de feedback afin de pouvoir monitorer nos améliorations de manière continue de notre système RAG. Je suis curieuse de voir ça. Est-ce que vous avez une démo à nous présenter? On a tout à fait une démo, oui. Oui. En l'occurrence, on va se concentrer ici non pas sur la partie Retrieval Augmented Generation dont on parle, mais plutôt sur la façon dont on utilise TrueLens directement dans Snowflake pour monitorer ses performances. Dans cette classe, on retrouve finalement 3 méthodes différentes. La première, c'est celle de la récupération du contexte, qui est donc instrumentée avec un décorateur qui est fourni par TrueLens, auquel on spécifie qu'il s'agit de la récupération des contextes, et pour lesquels on va exécuter nos fonctions arbitraires, qui se trouvent donc dans d'autres blocs de code. L'avantage, c'est que, résultat, on peut plugger ça à peu près n'importe quelle classe de récupération d'informations, et il en sera de même pour les 2 autres étapes. Ici, on vient donc récupérer et stocker la question de l'utilisateur, les contextes qui ont été retrouvés. La deuxième méthode de cette classe, qui est importante ici, c'est la génération de la part du LLM, où on vient donc capturer d'une part les contextes qui ont été relevés et forcément la génération qui aurait été faite de la part du LLM par la suite. Ça va nous permettre donc d'évaluer la génération de la part du LLM. Et enfin, on a une troisième méthode, la méthode qui est l'orchestratrice finalement, qui vient appeler les 2 autres méthodes de cette classe, la première donc du retrieval, la seconde de la génération, et qui vient donc évaluer la chaîne complète, donc c'est cette méthode qui va être associée à l'application TrueLens. Donc on voit ici, on a une partie de configuration, donc ça, ce sera de votre côté et ça dépendra forcément de votre cas d'usage. On vient donc enregistrer une application TrueLens et on va donc appliquer notre configuration précédemment mentionnée à cette application. On vient donc
calculer l'ensemble des générations et des retrievals pour l'ensemble de nos questions sur lesquelles on a envie d'évaluer la performance. On peut le faire par batch, typiquement. Et on vient donc créer cette application et stocker ces informations dans Snowflake, encore une fois directement. C'est ce qu'on voit ici. Donc on start l'application et on commence donc le run de l'évaluation. On le voit ici, un appel itératif à chacune des questions que souhaiterait poser un utilisateur et la réponse qui est associée. Donc tout ça, ça se fait de façon asynchrone, donc on est capable d'utiliser Snowflake en parallèle. Et enfin, on va avoir le calcul des métriques. Donc là, ici, on a choisi les 5 métriques que sont la answer relevance jusqu'à la cohérence. Donc chacune des étapes de la génération de la réponse par le LLM, du retrieval jusqu'à la génération finale. Et on le voit avec la correctness, on a aussi basé notre évaluation sur de la ground truth. Là, en l'occurrence, on a une dizaine de questions qui sont annotées. Une fois que toutes les métriques ont été calculées, on retrouve à l'onglet Évaluation notre application TrueLens, dont le nom est celui-ci, et on retrouve nos différents runs de cette évaluation, avec, on le voit ici assez rapidement, toutes nos métriques qui ont été calculées au niveau agrégé. Donc là-dessus, on va avoir une moyenne qui est faite sur chacune des lignes, donc en l'occurrence sur chacune des requêtes utilisateurs. Et on peut également rentrer dans le détail. Là, on voit qu'il y a plusieurs runs qui ont été exécutés. Et pour chacune des lignes, on le voit, on a un détail de la note qui a été attribuée pour chacune des métriques. Quand on appuie justement là-dessus, on se retrouve avec, pour chacune des métriques, l'évaluation qui a été faite par le LLM, avec à la fois l'input, donc ce qui a été considéré, et l'output également, le score qui a été attribué par le LLM as a judge, et l'explication qui est faite par ce même LLM as a judge, en expliquant le critère qui a été retenu pour la notation. On voit ici aussi, et ça peut être important dans le cadre du monitoring même de la performance, de l'ergonomie presque, même de l'utilisation de nos outils, avec une trace qui est monitorée donc pour connaître le temps d'exécution de chacune de nos fonctions, dans le cadre de l'application TrueLens. Et donc on le voit à la fois sur la cohérence, sur la context relevance. L'avantage, c'est qu'on a un code couleur qui nous permet de tout de suite détecter ce qui a pu poser problème lors de l'exécution. Si on revient par exemple ici, on voit que sur cette ligne, on a été un peu moins bon que sur les autres lignes. On va pouvoir aller donc regarder directement dans le détail ce qui ne s'est pas bien passé, par exemple sur la context relevance. Là, en l'occurrence, on avait une question sur ce qu'était un deepfake avec des documents qui sont en anglais, un score qui a été attribué et l'explication de pourquoi est-ce qu'il a considéré que c'était un mauvais contexte qui avait été relevé. Et du coup, dans les projets que vous avez délivrés, est-ce que vous avez vu des choses surprenantes? Alors oui, on a une anecdote assez surprenante à vous partager. Tout partait d'un projet chez un client où le métier nous a confié une liste de questions et réponses de référence. On a pu donc effectuer notre monitoring du RAG dans un premier temps avec les métriques en temps réel. Là-dessus, on avait des résultats très satisfaisants. Et ensuite, on a trouvé un problème lorsqu'on a regardé la correctness qui nous indiquait des résultats beaucoup moins satisfaisants. Et là, on a mis en doute notre outil RAG en se disant il y a un problème, donc on va enquêter. Et lorsqu'on a fait un peu de recherche, on a observé que les documents qui nous avaient été confiés, pour l'une des questions, le document n'était plus à jour depuis 6 mois. C'est là où on a compris que notre outil RAG répondait de manière correcte, mais la réponse était cohérente il y a 6 mois et elle n'était plus à jour aujourd'hui. Cette histoire, ça nous met en lumière le fait que lorsque les métiers nous confient des listes de questions et références, on les prend comme outils pour monitorer. Cependant, parfois, il peut y avoir des erreurs aussi là-dedans. Donc, il faut faire attention à toutes les spécificités de nos projets, que ce soit du coup de ce qu'on met en place au niveau du développement, donc l'outil RAG, mais aussi ce qu'on nous confie, donc de la part des métiers. Et est-ce qu'on peut visualiser ça auprès des utilisateurs?
On peut le visualiser du coup en direct, c'est une très bonne idée pour leur montrer si l'outil, à quel point il est fiable ou non. On va le faire de manière asynchrone pour ne pas retarder la réponse, donc la génération de la réponse par l'outil RAG. Cependant, je dirais que ça amène un questionnement qui est très important, celui du coût de l'erreur pour le métier. Puisque tout ce monitoring en systématique en temps réel, ça va amener des coûts assez importants et donc tout va être une question d'arbitrage entre le coût de l'erreur pour le métier et le coût du monitoring systématique. J'ai une dernière question. Je vois qu'il y a des questions-réponses dans des langues différentes. Est-ce que ça veut dire qu'on a la capacité de comparer une réponse en anglais avec une question en français, par exemple? Oui, totalement. TrueLens est multilingue, ce qui nous permet d'avoir, par exemple, un set de questions-réponses qui serait annoté en anglais, mais pouvoir faire des tests dans plusieurs langues différentes suivant l'interlocuteur qui va utiliser l'outil. Bon, bah, c'est génial. Merci beaucoup pour cet échange, votre démonstration, et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode.